Poursuivons l'enquête sur la propriété au Moyen-Âge et voyons à quoi elle ressemble au sein de la seigneurie médiévale et moderne. Nous commencerons ici à l'Académie et nous irons ensuite à Blandy-les-Tours, échanger avec un historien, Samuel Le Turc. Dans la seigneurie médiévale et moderne, la figure juridique de la propriété se dégage toujours aussi mal en raison du caractère pluraliste du droit. Comment en effet l'identifier et la nommer dans cette nébuleuse des droits et des utilités? Comme dans le Haut Moyen-Âge, un seigneur possède de 4 manières différentes. Les 2 premières sont celles qui qualifient les res propriae, c'est-à-dire les biens propres. Par une première voie, le seigneur acquiert grâce à des héritages. Ces héritages sont tenus par des astreintes familiales et c'est ce que l'on nomme l'alleu. Mais on commet sur l'alleu un certain contresens. On pense que c'est la terre possédée en propre, individuellement, de façon pleine et entière et héritée des parents. On a donc tendance, en vertu d'une opposition entre public et privé qui nous est familière, de structurer ainsi le récit, d'en faire la quintessence de la propriété privée. Or c'est inexact, car un alleu, c'est une propriété collective du clan familial qui lui est attachée et que le clan contrôle par des procédures dites de retrait. En effet, le groupe familial peut s'opposer à l'aliénation d'un bien par un de ses membres. Ainsi, quand on dit, c'est une formule juridique, lex romana mater allodiorum, c'est-à-dire la loi romaine est la mère des alleux, on se tromperait si on pensait que cela veut dire que la loi romaine est la mère de la propriété privée individuelle. Cela veut dire que la loi romaine est la mère des propriétés familiales, car le Moyen-Âge a conservé une certaine notion du dominium, proche du dominium antique, qui n'est pas le droit de propriété individuelle, mais bien la propriété éminente de la famille dans un système de partage des utilités de la chose. La seconde voie, c'est que le seigneur possède grâce aux transactions qu'il réalise. Et dans ce domaine, le vocabulaire médiéval est très intéressant par la façon dont il nomme les choses. On parle, par exemple, dans les actes, de titres de contrat, et on dit per strumenta cartarum, par instrument de charte, des titulis contractis, par des titres de contrat. On parle aussi de moyens d'acquisition, des ingenios, de moyens de transaction, des attractos. Ces transactions ne sont pas uniquement commerciales, comme le sont la vente, l'achat, l'échange. Il s'agit aussi, par exemple, de donation et d'interdonation, et des nombreuses formes de garantie et de mise en gage des biens fonciers. Tout cela, c'est le champ assez considérable de la propriété contractuelle. Les 2 autres façons de posséder qualifient ce que l'on appelle les res delegatae ou bien les res fiscales. Les res delegatae, ce sont les biens délégués, les res fiscales, ce sont les biens fiscaux, et ce sont des possessions qui sont des biens d'origine publique quand un seigneur possède quelque chose qui lui vient d'une concession royale ou princière, d'un bénéfice ou d'un fief, quand le roi ou le prince concède à ce seigneur ce bien d'origine publique. Enfin, 4e et dernière façon de posséder, le seigneur possède grâce au développement de l'occupation du sol et de la création de droits nouveaux. Par exemple, lors de la fondation des hostises, des villeneuves, des villefranches, des aprisions, des proprisions. Il y a tout un vocabulaire dans ce domaine qui manifeste les gains que l'on réalise sur l'inculte. Depuis des travaux récents, comme la thèse d'Hélène Desbax, on sait mieux combien ces avancées sur l'inculte se font par des formes de coseigneurie et de propriété partagée. Quant aux utilités ou droits utiles, notamment ceux liés à la gestion et à l'exploitation, ils sont partagés en de multiples ayants droit et en de multiples personnes intervenant pour la gestion. Il y a donc fondamentalement au moins 3 catégories ou 3 espèces de relations dans la seigneurie médiévale et moderne. Il y a les amodiations en censive, quand le seigneur passe un accord avec les tenanciers pour qu'ils exploitent les terres sous condition de redevance. Il y a les contrats passés avec des paysans quand le seigneur leur loue des terres, et à ce moment-là, on est dans le cadre d'un bail rural. Et il y a les amodiations ou contrats de gestion de la seigneurie, quand le seigneur passe contrat avec un personnage pour que celui-ci gère l'ensemble de la seigneurie.
Jusqu'ici, les contrats d'exploitation ont été au centre de l'attention des historiens et c'est ce que l'on entend le plus souvent dans les manuels quand on parle des contrats agraires. Mais parmi eux, on doit bien faire la part entre la tenure, qui est coutumière et héréditaire, qui n'est pas locative, qui n'est pas contractuelle, et puis le contrat d'exploitation proprement dit, ce qu'on a fini par nommer par l'expression de baux ruraux. Ces baux ou locations peuvent être de longue durée, entraîner des charges et des redevances, mais ils ne sont pas, à proprement parler, des tenures avec des attaches comme le sont les tenures serviles, les tenures dites copyhold dans les manoirs anglais. Dans le domaine de la gestion des terres, cette fois-ci au niveau de la seigneurie elle-même, les seigneurs ont recours à des intermédiaires. On a donc vu le développement de formes d'ammodiation, de formes particulières d'ammodiation, c'est-à-dire des locations sous contrat. Les seigneurs passent contrat avec une espèce de bourgeoisie rurale locale, avec une paysannerie enrichie ou même avec une petite aristocratie enracinée pour assurer la gestion des seigneuries. Mais j'y reviendrai dans la conclusion de cette présentation. Je viens de donner là un certain tableau de la seigneurie qui présente des figures diversifiées, des formes différentes de propriété. Mais au niveau local, comment cela marche-t-il? Comment se font les liens entre la seigneurie, le village, la communauté, la paroisse? Est-ce que le tableau précédent résiste aux réalités que les historiens étudient? C'est ce que je vous propose de voir avec Samuel Le Turc, historien médiéviste. Salut Gérard. Bonjour Samuel, je vois que tu n'as pas pris mon invitation pour une entourloupe. Bon, on va donc aller parler de la seigneurie à Blandy-le-Tour. On va aller chez le Seigneur. Allons chez le Seigneur. Samuel, tu sais que nous sommes ici pour essayer de parler, de qualifier les rapports de propriété au sein d'un village médiéval. Est-ce que tu peux nous aider à qualifier les rapports juridiques et les rapports sociaux au sein du village? Alors, pour comprendre ça, on va commencer d'abord par comprendre ce que c'est qu'un seigneur. Ça nous permettra ensuite de bien comprendre finalement les relations qu'il entretient avec les paysans. Alors le seigneur, on ne peut pas trouver le meilleure illustration pour le présenter que le château de Blandy-les-Tours. Le château de Blandy, là, cette tour, elle montre que ce que c'est un seigneur. Un seigneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui domine. C'est un dominus, d'ailleurs c'est le terme qu'on utilise en latin pour désigner le seigneur. Il domine, c'est-à-dire qu'il est supérieur aux autres, il est senior, il est plus vieux, et en fait il a une autorité naturelle. Cette autorité lui confère des pouvoirs, et en particulier, donc ces pouvoirs, c'est ce qu'on appelle le ban, c'est-à-dire qu'il commande, il contraint, il punit. C'est les trois termes qui définissent véritablement ce qu'est un seigneur. Et donc, il impose son ban aux gens du village. Donc les gens qui sont dans sa seigneurie. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il exerce la police, il exerce la justice. Donc il a un pouvoir de régulation sociale qui est vraiment essentiel. Et c'est une autorité qui est recherchée aussi, parce qu'on pourrait croire que c'est un tyran, mais en fait, cette autorité au Moyen-Âge, elle est recherchée parce que ce que veulent les paysans, ce que recherche tout le monde, c'est la protection. Et le seigneur, c'est celui qui protège. On est dans un monde de droit, et c'est ici, on est en France du Nord. Et en France du Nord, en fait, le droit, il est avant tout oral. Il commence à se mettre par écrit que tardivement, à la fin du Moyen-Âge. Et donc, ces droits oraux, c'est ce qu'on appelle les coutumes. Et ces coutumes, le seigneur, eh bien, il en est le garant, mais il est lui-même sous le règne de la coutume. Il obéit à la coutume autant que les paysans qui composent la communauté. Et ce seigneur, il exerce son autorité et ses pouvoirs par rapport aussi à des gens en face de lui qui sont eux-mêmes organisés et d'une certaine manière qui s'organisent par rapport à ce seigneur. On pourrait presque parler de contre-pouvoir d'une certaine manière. En tout cas, c'est un peu exagéré, mais en revanche, il y a un dialogue en fait entre le seigneur et les paysans. Et ça, les paysans, donc, eh bien, c'est l'organe de régulation, l'autre organe de régulation, c'est la fameuse communauté. Donc,
souveraineté du seigneur, mode de fonctionnement coutumier de la communauté villageoise sous la domination du seigneur, tout ça nous éloigne de la propriété telle que nous on la conçoit dans notre monde moderne. Tout cela nous montre que la propriété, elle est un peu partout, mais elle est mélangée à la souveraineté. Elle ne s'identifie pas. On n'est pas propriétaire au Moyen Âge comme on l'est aujourd'hui. Alors, tout à fait. Alors, cela dit, le droit de propriété existe au Moyen Âge, et je dirais même, il est absolument protégé. C'est-à-dire que les coutumes, qu'est-ce qu'elles protègent? Elles protègent le droit de propriété. Alors, ça paraît comme ça incompréhensible, mais en fait, c'est très compréhensible parce que le seigneur possède des terres, il est propriétaire des terres, d'un tas de terres, mais pour les exploiter, ce seigneur, eh bien, il va les concéder à des paysans. Alors soit il va les exploiter en faire valoir direct, donc à ce moment-là il a la pleine propriété de ces terres, soit il va les faire exploiter par des paysans selon des contrats et qui seront écrits ou pas, mais seront sous un mode contractuel. Samuel, on va entrer dans un petit peu plus de détails maintenant. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que le fonctionnement du village médiéval tourne autour des champs ouverts, de l'open field, comme on le désigne, ou bien, parce que j'ai lu tes travaux, est-ce que ça tourne autour de la vaine pâture? Et dans ce cas, qui possède quoi? Qu'est-ce qu'on veut interdire? En fait, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, déjà, on est dans un système qui est un système agropastoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur un même territoire, il faut absolument faire cohabiter à la fois des champs de blé, donc c'est-à-dire de l'agriculture, quelque chose qui est immobile, qui ne bouge pas par définition, puisque on est dans des plantes qui sont enracinées, et il faut que le blé puisse pousser. Alors je rappelle quand même qu'on est dans des sociétés où la base de l'alimentation, c'est le pain ou la bouillie, en tout cas de toute façon c'est les produits céréaliers. Donc là, ça c'est vraiment fondamental d'avoir une récolte chaque année de céréales suffisamment abondante pour tenir toute une année. Et en même temps, donc, il faut que dans ce territoire céréalier, eh bien, on y mette des bestiaux. Et des bestiaux, ça peut être donc des bœufs, des ovins, et c'est souvent des ovins, parce que les ovins, c'est de la viande, mais c'est aussi de la laine. Et donc là, dans les territoires d'open field, en fait, c'est une invention médiévale, l'open field, l'open field system, comme disent les Anglais, le système de l'open field, c'est une invention du Moyen-Âge qui permet justement de faire cohabiter sur un même espace à la fois des cultures et des bestiaux qui sont susceptibles de venir manger justement le blé. Et donc le principe, ça va être justement de créer une réglementation qui organise le flux de la circulation des troupeaux à l'intérieur du terroir céréalier, de manière à ce que on interdise, je dis on, je qualifierai tout à l'heure, oui. On interdise les troupeaux au moment où la récolte monte et qu'on l'autorise lorsque les champs sont libérés de cette récolte, lorsque les terres sont vaines et vides, pour reprendre l'expression qui est utilisée dans tout le nord de la France pour désigner justement ce moment où finalement qui est entre la moisson qui a lieu en juillet, août, et le moment où une nouvelle récolte pousse, qui va se passer à partir de janvier, février, mars. En gros, il y a une période qui est entre la moisson et mars à peu près, où les troupeaux vont pouvoir passer sur le territoire va être complètement ouvert, et ce territoire il est ouvert aussi parce qu'il n'y a aucune barrière pour empêcher ces bestiaux de passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parcelles minuscules, il faut quand même comprendre qu'on est dans une société où le tracteur n'existe pas, et donc on est dans du labour
tracter, mais parfois c'est même pas du tractage, hein. Parfois on a des gens qui viennent avec des bêches, hein, qui viennent cultiver la terre, hein. C'est des lots minuscules. Il faut comprendre qu'une parcelle à cette époque c'est 20 arts. Hein, on est loin de nos champs de plusieurs dizaines d'hectares, hein, oui, qui sont adaptés à la mécanisation. Et donc, entre chacune de ces parcelles, de ces lanières, hein, qui sont donc très longues, eh bien, il n'y a aucune clôture. Ça veut dire que lorsque ces terres sont vaines et vides, eh bien, en fait, il n'y a rien qui empêche les troupeaux de s'étaler dans le terroir. Alors ça veut dire que, si je comprends bien, que l'élevage commande. Oui. Que l'élevage commande. Alors, si c'est l'élevage qui commande, ça suppose que le droit de propriété, le droit de tenure doit être très relatif. Il faut du fonctionnement collectif pour que ça marche. Tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le droit de propriété, il est garanti par les coutumes, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la coutume, ce qu'elle va garantir absolument, c'est la protection de la récolte. Oui. C'est ça qui est très important, c'est que les coutumes, elles garantissent la protection de la récolte, et en fait, elles garantissent beaucoup plus finalement le produit de la terre que la terre. C'est-à-dire qu'une fois que la récolte est enlevée, finalement, la coutume autorise chacun à venir sur la terre de l'autre. Et en fait, ça fonctionne sur la réciprocité parce que chacun a des terres, et finalement, si un propriétaire, enfin un tenancier autorise un autre tenancier à amener ses bêtes sur sa terre, celui qui bénéficie de cet accès, eh bien lui-même va devoir céder cette possibilité à ses voisins de venir sur sa propre terre. Ce que je comprends en conclusion de notre échange, ce que je comprends à travers tout ce que tu nous as expliqué, c'est que la notion de propriété se dégage très très mal du Moyen-Âge, surtout si on l'aborde avec l'état d'esprit qui est le nôtre aujourd'hui. On ne la saisit que dans des entrelacs, que dans des ramifications. Elle est toujours tempérée par ceci, commandée, déterminée par cela. Elle est associée à cela, liée à ça. Il n'y a pas une notion de propriété qu'on pourrait dire sui generis qui serait suffisante en elle-même. Elle est toujours liée à l'état des relations sociales et des rapports juridiques dans le monde médiéval. Tout à fait. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand on lit un texte du médiéval, lorsqu'on a les mots latins, c'est hereditas, hein, qui est surtout utilisé pour propriété, heres. L'héritier, oui. Et en fait, on a énormément de mal à les traduire parce que en fait, cette propriété, elle est très malléable. En revanche, ce qu'il y a de clair, c'est que la propriété existe, la propriété du sol existe, elle est même protégée par les coutumes de manière absolue. La veine pâture, c'est une faculté qu'ont les membres d'une communauté d'aller sur la terre, de rentrer et d'exploiter la terre de quelqu'un d'autre, sans lui demander son accord. Ça n'est pas que ces gens ont une propriété, c'est qu'ils ont une faculté qui est conférée par la coutume, mais ça ne leur donne aucun droit de propriété. On protège toujours le droit de propriété. Samuel, il nous reste une institution à voir, c'est la paroisse. On a parlé de la seigneurie, on a parlé de la communauté. J'aimerais maintenant qu'on parle de la paroisse et du rapport avec la propriété. C'est un rapport forcément complexe puisque d'une part, l'Église peut être elle-même propriétaire, elle peut être seigneur dans des territoires ecclésiastiques, mais elle est aussi présente dans les seigneuries laïques, dans les seigneuries aristocratiques. Comment ça s'articule tout ça ? Alors, lorsque l'Église est propriétaire de terre, en fait, elle agit comme un seigneur. Et donc, par exemple, ici à Champeaux, on a une seigneurie ecclésiastique, c'est Notre-Dame de Paris,
Et donc Notre-Dame de Paris est seigneur de Champeaux, et donc elle agit exactement comme le seigneur de Blandy-les-Tours, hein, de la même manière. Il y a une deuxième chose ensuite, c'est que l'Église... Pardon, ça veut dire qu'elle exerce les mêmes droits, qu'elle touche les mêmes redevances, et qu'elle est soumise elle aussi aux coutumes? Exactement, parfaitement de la même manière. Mais en fait, l'Église, c'est une institution, et donc la paroisse est une cellule de base de l'Église, de l'institution ecclésiale. En fait, elle a une fonction, elle a un rôle dans la société, c'est la fonction pastorale. Et donc, l'Église, elle a une mission par rapport au peuple chrétien, c'est d'amener le peuple chrétien à son salut. Par un encadrement, et la cellule de base de cet encadrement des fidèles, eh bien, c'est la paroisse. Et c'est particulièrement avec les sacrements, donc c'est la cure des âmes, la cura animarum, hein, par le curé. Et donc, le soin qu'on prend des âmes. Voilà. Le soin des âmes. Les sacrements, c'est bien sûr le baptême, ça va être l'Eucharistie, et puis bien entendu, ça va être au moment de la sépulture. Et donc, cette prérogative, elle donne lieu à la formation d'une communauté qu'on appelle communauté paroissiale. Et cette communauté paroissiale, eh bien, elle possède des finances, une organisation, elle est institutionnalisée avec une assemblée des paroissiens, des gens qui sont élus, sont les marguilliers. L'assemblée, enfin l'organisation qui s'occupe de tout ça, c'est la fabrique. Et donc, ça n'a rien à voir avec une autre institution. Et pourtant, on y trouve les mêmes gens. C'est ça qui fait que c'est compliqué. C'est la communauté des paysans. Et la communauté des paysans, la communauté paysanne, elle est en charge de la gestion du terroir. C'est elle qui va être en charge de la surveillance des terres et de l'application de la coutume. Communauté villageoise d'un côté ou paysanne et communauté paroissiale, ce sont deux choses différentes, bien que, évidemment, fortement intriquées, parce que ce sont les mêmes personnes qui y participent. Alors, fortement intriquées, mais sur le plan territorial, ne se recoupant pas forcément. C'est-à-dire que on peut avoir très bien un territoire paroissial, et ce territoire paroissial peut comprendre finalement plusieurs communautés paysannes. Si jamais on a un éclatement en plusieurs noyaux, en plusieurs villages au sein de ce territoire paroissial, on va avoir disjonction d'une part entre la communauté paroissiale qui va réunir l'ensemble des fidèles de la paroisse qui habitent dans plusieurs centres de peuplement, et d'autre part les communautés paysannes, une communauté par agglomération. C'est ça. Et c'est en fait deux choses différentes. Autrement dit, un bon exemple, un exemple de plus de ce que moi j'appelle la polyterritorialité, c'est-à-dire de cette diffraction des modes de propriété en fonction des différentes réalités territoriales. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup Samuel. Je t'en prie. Il n'est pas inutile de revenir sur la question de la diversité des contrats agraires et des modes de gestion de la seigneurie. Pour le XVIIIe siècle, l'historien Jean-Pierre Gessen a montré ainsi comment des élites rurales locales pouvaient acquérir de la fortune et du pouvoir par des accumulations de locations sans avoir besoin d'être elles-mêmes propriétaires. Et il parle pour cela de fermocratie. On ne comprend pas bien la seigneurie si on oublie cette dimension. Elle est toute une architecture de tenure, de mise en saisine et de contrats de toutes sortes, ce qui permet de parler de seigneurie contractuelle. Un seigneur n'a pas vraiment besoin d'exhiber un titre de propriété. Il l'est par ses tenanciers, par ses contrats, par ses redevances, ce que l'historien Joseph Morcel appelle, d'une expression bien trouvée, le principe de Carabas. En effet, comme dans le conte du Chaboté, dans lequel le marquis peut tromper le roi sur ses biens, il suffit que les paysans croisés en chemin disent que les terres qu'ils exploitent sont celles du marquis de Carabas pour que cela suffise. Ajoutons une autre dimension. Comme le dit l'historienne Hélène Desbax, la seigneurie n'est pas un lieu ni un territoire. En effet, c'est un ensemble de droits, de biens, de relations tenancières et contractuelles s'exerçant dans un espace polyterritorial. La seigneurie n'est pas affranchie d'un rapport au lieu et au territoire, elle ne se coule pas dans des circonscriptions à bord franc. Elle est souvent une interpénétration de droit.
Le roi donne l'exemple de cette mobilité et de cette contractualisation en échangeant et en engageant des portions de ses domaines, ceux de la couronne, pour soutenir les finances de l'État. À partir de la fin du Moyen Âge, une façon de trouver de l'argent a été de pratiquer des échanges de domaines et des engagements temporaires de biens de la couronne. Au moment de la Révolution française, ces transactions ont constitué l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre. La gestion des seigneuries se fait par l'inventaire et le recours à la technique des codes fiscales. C'est ce que nous apprennent les tenues du terrier d'Arzon en Bretagne qui datent de 1548. Les tenues, ce sont des sortes de codes fiscales organisant les tenures de ce domaine ducal puis royal. Autrement dit, ce n'est pas seulement la proximité géographique des terres, ni même le possesseur qui répondent des logiques de recensement et de taxation, mais aussi la structure de l'inventaire lui-même et de sa transmission au cours de réformations successives. La tenue comporte donc une part de code fiscal. La gestion de la seigneurie de Saubertier-la-Balme en Bresse louhannaise à la fin du XVIe siècle repose sur une amodiation de la gestion de cette vaste seigneurie appartenant à la famille des Coligny. Sans entrer dans le détail des points forts du contrat d'amodiation, il faut relever que le seigneur éminent consent à son preneur ou retirant des parts de seigneurie alors qu'il s'en réserve d'autres. Et ce qu'il concède en rétribution de la gestion n'est pas mineur. La gestion des étangs, les produits et les fruits de ces mêmes étangs, les fruits des bois, un droit de copâturage avec le seigneur et les communautés, la moitié des confiscations, des mains mortes et des lots. Impossible de distinguer de façon simple ce qui ressortit à la propriété et ce qui se réfère plutôt aux droits du seigneur, notamment issus des droits d'exercice de la justice. La seigneurie est une réalité à plusieurs dimensions juridiques.